Transformers, c'est une saga intéressante. Déjà dans le fait que, avant toute autre chose, toutes les productions Transformers sont des produits. Bah oui, Transformers, c'est pas une licence qui vient d'un esprit créatif dans l'idée de raconter quelque chose. Je sais que définir ce qu'est l'art, c'est quelque chose d'assez délicat, mais pour Transformers, je pense qu'on peut s'admettre à tous que c'est avant tout un produit. Un produit physique avec les jouets, un produit marketing avec les divers dessins animés, un produit filmique pour les films de ce bon Michael. Et je dis pas ça de manière plus ou moins positive, c'est un fait, le déni ça serait se mettre des œillères d'une taille assez conséquente. Que ce soit les films, les séries ou tous les autres médias sur lesquels la saga s'est vue être portée, l'objectif premier reste toujours in fine de vendre toujours plus de jouets en plastique. Alors oui, il y a quelques petites choses qui sont sorties de ces productions et qui ont quitté ce cercle purement mercantile. On peut penser par exemple aux avancées en termes de technique, de motion capture et de rendu du métal que les films de Michael Bay ont apporté avec eux. C'est pas grand chose, mais c'était quand même à souligner. C'est d'ailleurs ce qui fait, de manière tout à fait honnête, que ces films ils ont pas tant vieilli que ça, et que même malgré le niveau plutôt ras des pâquerettes de ces films, visuellement, ouais, ça on voit toujours. Prime, make something of yourself. He's pissed. Alors autant vous dire qu'arriver à créer dans cette base ouvertement mercantile au possible une œuvre qui non seulement parvient à raconter une bonne histoire, mettre en place un univers qui au final n'avait jamais vraiment eu d'introduction, tout en parvenant à distiller un message de lutte des classes et oserais-je dire anticapitaliste, faut le faire. Et on pourrait résumer le message de manière beaucoup plus simple, les personnages et le film en tant qu'objet suivent le même chemin, celui de s'émanciper, d'élever leur classe en sortant du moule qu'un système de production leur impose, et de nous présenter une meilleure version d'eux-mêmes. Et oui, on parle toujours de gros jouets robots. Comme je vous l'ai dit, Transformers, c'est avant tout une saga qui s'est bâtie autour d'un concept marketing avant toute autre chose. C'est des divertissements plutôt honnêtes, certes, et bons sur leur technique, mais c'est sûr que si l'on compare le film aux précédentes productions de la saga, la différence est assez claire. Les productions de Bay, ce sont des produits de leur temps, calibrés pour toujours présenter les robots comme des produits, et comme les produits qu'ils sont. Certes, les designs ont changé par rapport à la gamme de jouets, c'est vrai, mais bon, au-delà du fait que Bay s'est toujours défendu d'en avoir quelque chose à foutre du lore préétabli, des nouveaux designs, c'est aussi des nouveaux jouets, et donc des nouveaux produits à vendre. Les Transformers dans ces films, ce sont pas vraiment des personnages, ce sont en premier lieu des pancartes ambulantes pour leurs produits, et en second lieu des excuses que ce grand gamin de Bay utilise à volonté pour assouvir son envie de faire péter tout ce qu'il peut trouver. Et c'est pas quelque chose que je lui reproche, faire péter des trucs, c'est rigolo. Hi, I'm Michael Bay. Mais au final, les Transformers, ils servent une fonction de fun bien plus que de vrais personnages. À la limite Optimus, si on veut être tout à fait honnête, mais c'est tout de même extrêmement léger. De son côté, Transformers One propose une approche beaucoup plus honnête de la narration, tout en conservant des designs bien plus proches de ceux des jouets originaux. Une sorte de manière de dire que le film accepte son origine mercantile, de support de vente, pour ensuite s'en défaire et tenter de raconter une vraie histoire. C'est d'ailleurs en réalité ce qui m'a donné envie d'écrire sur ce film. Au-delà du fait qu'il est vraiment bon, et on va voir en quoi, je trouve surtout que ce film parvient à rentrer dans la très fermée catégorie des films, disons, transfuges de classe. Ceux qui, malgré qu'ils soient insérés dans une saga dont les codes sont connus de tous et assimilés par son public potentiel, vont tout de même proposer une histoire en complet décalage sur le plan thématique comme visuel. Tenez, pensez à Andor si vous voulez un autre exemple. Arriver à faire une série aussi ouvertement claire dans son sous-texte marxiste révolutionnaire au sein de la saga la plus mercantile de la création, c'est un tour de force que bien peu arrivent à réaliser. Surtout quand l'œuvre utilise d'artifices simples mais bien foutus pour rendre logique ces différences de traitement. Les personnages par exemple. Dans les Transformers de Bay, si les Transformers sont là pour paraître badass et taper sur des trucs sans avoir besoin d'être des personnages, c'est parce que entre trois explosions, t'as des petits trucs qui courent entre leurs jambes et qu'on tente de te faire passer pour des personnages. Alors, personnage qui se trouve être nul, et je comprends pourquoi LeBeouf a honte de ses rôles, mais le fait est que dès que Bay a besoin de rattacher son intrigue à des figures de personnages pour faire avancer son cadavre de scénario,
Il utilise des humains et non des Transformers pour nous diriger vers la prochaine scène d'action. Ici au contraire, on est sur Cybertron, donc des humains, il y en a pas. De ce fait, on va bien être forcé de s'intéresser à nos personnages de robots pour raconter quelque chose au public. Et puis quitte à faire, autant les prendre jeunes, comme ça on peut présenter l'origine et la création de leur archétype ainsi que leurs relations. We're miners. We mine, that's all. Oh, there's gotta be something more I can do. Ça paraît être un choix complètement anodin, naturel, compréhensible facilement pour n'importe quel public et producteur. Pourtant, rien qu'avec ça, on a une base de récit totalement à l'opposé de ce que la saga avait l'habitude de présenter. De même pour ce que le récit raconte. La saga Transformers n'a jamais vraiment eu de fil directeur thématique fort. Alors, je ne suis pas un immense fan non plus, et j'en conviens, j'ai jamais regardé la tétrachée de séries d'animation faites sur ces personnages, tout comme je n'ai jamais lu les comics qui apparemment sont d'une bien meilleure qualité que tout le reste. Mais bon, à part les légendaires PSA de la première série, on n'est pas sur des grandes œuvres idéologiques. I guess you know you should have worn a life jacket. Accidents can happen and a life jacket's good protection. Like seatbelts in a car. C'est pour ça que le récit de classe que nous présente Transformers One peut marquer et surprendre dans le bon sens du terme. Prenons le cadre par exemple. Cybertron, et plus généralement Helios One, la ville dans laquelle prend place la majorité de l'action, est une cité dont la population est très clairement divisée en deux classes. Une dirigeante et oppressante de par sa capacité à se transformer, tout comme de sa taille, et l'autre ouvrière, corvéable et oppressée de par leur incapacité à effectuer ces mêmes transformations. Alors oui, jusque-là, c'est un conflit de lutte des classes, tout ce qu'il y a de plus classique. Pas de quoi réveiller l'entier, mais au moins la base d'un récit compréhensible et bien construit. Un récit qui respecte l'intelligence de son spectateur et qui tente de faire de son intrigue à la fois quelque chose de divertissant, parce que oui, le film est divertissant et même très drôle à certains moments, mais aussi intelligent. Preuve que oui, on peut faire divertissant et intelligent. D'ailleurs, on doit faire divertissant et intelligent, surtout pour des films à destination des enfants. Ça devrait même être la priorité numéro 1 de servir des bonnes intrigues et des personnages à un public de cet âge. Alors non, je ne dis pas qu'on doit faire de Transformers une grande saga d'auteurs axée sur de grandes thématiques puissantes. Certaines sagas ne sont juste pas faites pour ça, et y a pas de mal. Mais au moins que l'on respecte son public. Tenez, même sur l'humour un peu enfantin du film, alors oui, c'est subjectif, l'humour, je sais, mais je vous garantis que je préfère 1000 fois qu'on présente à ce public un bi un peu foufou et bavard qui fait du comique de situation et de dialogue, qu'un mec qui décrit des grosses couillasses de Transformers. Voilà, c'est pas des demandes immenses, mais juste qu'on ne prenne pas ouvertement les gens soit pour des gros beaufs, soit pour des demeurés, ça devrait normalement être une demande pas trop dure à réaliser. Et même pour ce que le film raconte, il l'introduit d'une manière maligne, qui colle à son univers atypique. Parce que rien de tel au final qu'utiliser l'artificialité totale de cette saga pour transmettre quelques bonnes idées. C'est quand même plutôt bien trouvé pour une saga qui vient du monde du jouet et du marketing, non ? Artificiel car dans la diégèse, en réalité, rien ne fait différer un Transformer d'un autre. Excepté bien sûr du statut de Prime, mais celui-ci est plus un statut donné par un dieu qu'un statut naturel les séparant de fait du reste de la population, donc je les prends pas vraiment en compte. Au contraire, la séparation entre Transformers possédant leur cœur et ceux n'en possédant pas, c'est une séparation artificielle, une séparation créée et maintenue pour servir un système d'exploitation maintenu par une classe dirigeante profitant de cette même exploitation. C'est tout à fait simple et basique, mais c'est présenté d'une manière tout à fait logique pour cet univers, et c'est donc un point extrêmement positif. Ça souligne encore une fois que ce genre d'œuvre, quand elle est maligne, et ce film est malin, aide son spectateur à saisir ces nouvelles thématiques par certaines aides bienvenues, surtout pour un jeune public. Regardez, tu veux faire facilement comprendre une situation d'exploité-exploiteur, utilise une mine. These miners need rest and time to repair. Sentinel Prime wants more energon, so get back in the mines before I make you get back in. C'est le cadre le plus classique pour ce genre d'histoire, c'est visuellement parlant, en plaçant physiquement les exploiteurs au-dessus des exploités, et ça parle à un imaginaire collectif plutôt intergénérationnel. Alors, on n'est pas sur Germinal avec des robots, mais on va pas nier qu'il y a une petite vibe. À minima, ça rappelle un imaginaire plus large, qui aide ceux qui ne s'attendaient pas trop à voir ce type d'œuvre dans une saga qui auparavant n'avait jamais connu quoi que ce soit de ce type. Et ça permet aussi de pousser des thématiques un petit peu plus profondes. La thématique de l'artificialité de l'oppression, par exemple, elle se sent aussi chez nos personnages, et ça les aide à bâtir leurs personnages de manière simple certes, mais efficace. Les futurs Optimus et Megatron ne sont pas de la classe des exploités par une nature ou une naissance, ou encore par la nécessité d'un système économique, mais par une manipulation, un entretien d'un faux statu quo qui profite aux uns tout en desservant les autres. De ce fait, rien de plus normal que l'un veuille en sortir et l'autre vrille complètement quand il en découvre la véritable nature.
On fait un système simple à comprendre mais solide sur ses appuis, et on bâtit la psyché de l'évolution des personnages autour. L'un pense constamment à s'échapper de ce système dont il sent l'artificialité, parcourant sur une course qui normalement devrait être interdite à sa classe, montant des plans pour prouver qu'il est plus que sa classe, et l'autre se définissant par son appartenance à celle-ci, à ses règles, au système qui lui donne une raison de continuer, et vrillant complètement quand elle se rend compte de l'artificialité totale de celui-ci. Encore une fois, rien d'incroyable, mais un récit bien bâti qui respecte son public en tentant de proposer quelque chose certes différent, mais avec du cœur. Et d'ailleurs, ça tombe bien, et regardez-moi cette magnifique transition, parce que le cœur des Transformers, c'est aussi une des très bonnes idées du film. Dès l'instant où le vol de leur cœur est révélé par la narration, où leur véritable nature est révélée aux personnages, leur but devient alors non pas de mener une lutte des classes contre Sentinel Prime et ses acolytes, qui seraient les oppresseurs, et différents de par leur nature, mais au contraire de carrément abolir les classes artificielles qui oppressent leur société entière, pour créer une société égalitaire où tous sont égaux à tous. Ce qui est directement du marxisme dans le texte, et ouais, Optimus, c'est pas pour rien qu'il est rouge. Ah, et puis c'est pas moi qui surinterprète comme le bon gros gaucho que je suis, hein. Émancipation du prolétariat, renversement de la classe bourgeoise, puis création d'une société sans classe, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, Optimus, il a speedrun le marxisme et ça c'est fort. Et puis de toute manière, la confrontation finale également souligne cette vision de lutte des classes qui traverse le film, avec tout ce qu'elle implique de révolte ouvrière et de lutte avec les moyens propres à cette même classe. Et en s'extirpant du style dans lequel la majorité des œuvres de la saga dont il fait partie étaient confinées, Transformers One permet aussi de traiter avec une vision nouvelle les relations entre ces personnages. Sans révolutionner quoi que ce soit, la relation très tragédie grecque d'Optimus et de Megatron détonne des traitements que l'on pourrait voir dans le reste de la saga, en faisant de véritables frères ennemis dont la lutte auparavant commune diverge dès l'instant où la vengeance et l'envie de pouvoir du futur Megatron prend le pas sur son envie de liberté pour leur peuple. Tout cela en laissant à l'animation le temps de se poser et de sublimer une planète qui auparavant avait toujours été montrée comme un chaos de métal assez informe et insaisissable. Je veux dire, le Cybertron de Bay a toujours été visuellement dégueulasse. Ici au contraire, Cybertron est belle tout en étant dangereuse, métallisée mais tout de même possédant une nature bien à elle, et donne par la beauté de sa représentation quelque chose à préserver pour nos personnages. Tout est fait pour rendre ce concept de monde-machine le plus vivant et le plus vibrant possible, au lieu d'en proposer comme Bay le faisait une vision froide, terne et surtout sombre. Ici, la couleur est présente et assumée déjà par la réadaptation des designs des jouets originaux, qui de par leur nature sont plus colorés, à la ville en elle-même, pleine d'inspiration art déco, de grandes colonnes d'or et de lumière vive, et même des idées visuelles innovantes qui donnent une vraie identité unique au film. Je pense au train créant sa propre voix par exemple, ou encore l'humour justement dosé qui traverse le film. Même son méchant et plein de lumière, Sentinel, malgré son statut de gros exploiteur tyrannique, est toujours présenté sous l'image qu'il se donne, celle d'un sauveur plein de lumière et de joie. D'ailleurs, ça pose un des commentaires les plus justes du film sur l'aspect que peut prendre l'oppression et le danger d'une information aux mains des puissants et des oppresseurs. Because down here, the truth is what I make it. Et tout ça, c'est un risque. S'extirper de son genre, du moule dans lequel on est supposé être destiné, s'élever au-delà de sa classe pour un film, c'est un risque. Déjà vis-à-vis de la création elle-même du dit film. L'industrie étant ce qu'elle est, particulièrement aujourd'hui, et le risque étant perçu comme la pire des choses par les producteurs, proposer ce genre d'histoire dans une saga qui auparavant n'en avait jamais connu de ce style, c'est le risque de voir son projet simplement ne jamais se faire. C'est aussi le risque de perdre un public, qui serait rebuté par une saga déjà en large de perte de vitesse, qui rejetterait ce film en bloc. Et c'est le risque aussi de se perdre soi-même en ne maîtrisant pas ce style de récit. Mais c'est des prises de risques qui sont le bienvenu et qui, quand elles sont réussies, donnent les films marquants de leur temps. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour les suites des dites œuvres à avoir pris des risques, parce que je pense que Transformers One va avoir des suites, et j'ai pas envie qu'ils fassent comme les films Lego par exemple. Le premier, véritable prise de risque, un récit original et méta qui proposait une vision de l'œuvre bien plus profonde qu'une simple adaptation de licence, et reste d'ailleurs à ce jour une des meilleures adaptations du concept de Lego, mais dont la suite, Lego 2, a au contraire suivi le mouvement au lieu de proposer une nouvelle vision, nous donnant au final un film creux, sans grande originalité, remplissant sa narration de références pour combler son manque de cœur, et au final un échec tant sur le plan artistique que financier. Je déteste ce film. Ce que ce genre de film nous montre, au contraire, c'est que la prise de risque, l'émancipation de son genre, de son style, de ce que le public croit vouloir voir, c'est quelque chose à célébrer. C'est en prenant des risques qu'on fait avancer le cinéma, c'est en prenant des risques qu'on gagne les grandes
grandes œuvres qui vont marquer leur temps et leur public, et qu'on fait avancer pas à pas le média. C'est le combat éternel de l'apathie contre l'entropie qui agite le monde artistique depuis l'aube des temps. Et là ça se voit pas, mais je résiste très fort de faire une comparaison avec Dark Souls et oh bah tiens, je l'ai fait. Bref, si je vous ai parlé de Transformers One, c'est déjà parce que c'est un bon film et que je vous le conseille vraiment. Mais c'est surtout pour vous enjoindre à toujours donner leur chance à des films différents, des œuvres inattendues de par leur style ou leur histoire, surtout si elles prennent place dans des sagas que vous pensez immuables et apathiques. Signalez que le changement est voulu et apprécié et que vous en voulez toujours plus. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!